Déjà la ZAM de m'avoir invité donc à Banous pour faire cette conférence. Donc, oui, donc on se côtoie avec Raymond là, sur l'université de Perpignan, donc elle connaît un petit peu ce que l'on fait sur Perpignan. Alors c'est évident que je ne travaille pas sur les plastiques comme ça depuis 20 ans. C'est un sujet qui est assez récent. On parle de polluants émergents pour ce matériel. Ça fait partie des nouveaux polluants émergents, comme les produits médicamenteux, les nouvelles drogues, etc. Donc toutes sortes de produits. Et depuis, on va dire que là, ça explose au niveau des laboratoires de recherche qui sont focalisés là-dessus depuis à peu près 10 ans, 5 à 10 ans. Et donc c'est à peu près, enfin, je l'enseignais depuis 20 ans à peu près, cette problématique-là, mais je travaille dessus sur le niveau recherche depuis à peu près 5 ans, où j'ai eu l'occasion d'encadrer déjà une thèse sur la problématique spécifique des microplastiques. Voilà. Donc là, on va parler essentiellement des macros, ce qui est visuel plutôt à l'œil nu, puisque c'est ce qui va plutôt heurter, choquer le collectif, les gens, les citoyens, beaucoup plus que le microplastique qui est invisible. Donc, et on va se focaliser sur les Pyrénées-Orientales, puisque c'est un cas d'étude particulier. Et en fait, je vais vous montrer déjà un exemple tout à fait pour illustrer justement la problématique dans les Pyrénées-Orientales, c'est-à-dire que de temps en temps, on est soumis à des événements pluvieux, qui sont des événements qui peuvent être très intenses, très courts et très intenses. Et donc c'est pendant ces événements-là, pendant ces événements que vous allez avoir des gros transferts, ce qu'on appelle les transferts donc de déchets. Alors on va prendre le dernier cas, c'est la tempête Gloria, l'événement qui a pris sa source de l'autre côté de l'océan Atlantique, qui a traversé cet océan, qui a traversé la péninsule ibérique et qui est venu ensuite côté catalan donc en événement pluvieux puisque confronté à un front froid. Donc ça a généré des grosses pluies au niveau de la chaîne des Pyrénées et qui ensuite s'est perdu du côté du Maroc. Donc cet événement Gloria, quand même inhabituel, parce qu'il se produit au mois de janvier, donc ça c'est quand même assez rare, d'habitude c'est au mois d'octobre ou au début du mois de mars, mais pas en plein hiver. Donc cet événement a généré de fortes pluies, donc ça c'est la pluviométrie pendant les 2-3 jours sur la région. Donc pas trop, on va dire, côté plaine, c'est un événement pluvieux, donc à peu près 150 mm en 2-3 jours sur Perpignan, c'est un gros événement, mais ça arrive, on va dire, régulièrement. Par contre, sur les contreforts de la plaine de Roussillon, c'est là où il y a eu le plus de pluie, donc sur les hauteurs, et donc ça va générer forcément sur ces hauteurs des crues, dans les différents bassins versants de la région, essentiellement deux bassins versants qui sont le Tech, le Durand et la Tête. Donc ici, on va parler essentiellement de la Tête, c'est un fleuve et c'est le plus grand fleuve du département et surtout il a une caractéristique, cette Tête, c'est qu'il traverse une agglomération de plus de 200 000 habitants et c'est un tout petit fleuve mais qui traverse une agglomération donc qui a forcément une pression anthropique, on appelle ça une pression anthropique urbaine très forte et donc on va voir comment ça se répercute. Donc vous voyez ici les débits de la Tête, donc ce débit justement c'est un système très particulier justement la Tête parce que vous avez le premier pic de crue qui atteint les 1000 m3 par seconde et ces 1000 m3 par seconde c'est vraiment une limite qu'on a, moi j'ai vu ça peut-être une seule fois depuis que je suis là en 20-25 ans, donc dépasser les 1000 m3, c'est un fleuve qui normalement ne dépasse pas, en débit moyen, vous êtes à moins de 10 m3 par seconde en débit moyen. Donc ça c'est la spécificité des fleuves méditerranéens, c'est-à-dire que vous pouvez monter, on va dire, de quasiment de 1 m3, il était à peu près à 5 m3 avant, de 5 m3 à 1000 m3. Donc on parle d'un facteur d'amplitude de 3. Et ça, le Rhône par exemple, c'est une amplitude de 2, il va passer le Rhône de 1000 à 10 000. Alors ici ça passe de quasiment de 1 à 1000. Donc c'est tout à fait particulier, ça veut dire que c'est très énergétique et donc justement c'est un facteur de transfert, ça développe beaucoup d'énergie et ça va charrier beaucoup de matériel, des matériels naturels bien sûr, mais associés évidemment à toutes sortes de contaminants. Donc c'est ce qu'on va voir. Voilà, et donc on a eu ce deuxième pic qui est arrivé juste après les précipitations. Vous voyez que le deuxième pic arrive alors qu'il pleut quasiment plus, le 23 exactement, c'est le 23 qu'on a eu le maximum de débit. Et ça vient tout simplement du barrage de Vinça, parce que le barrage était bien rempli après 2 jours, et donc ils ont en fait lâché
Et c'est ce lâcher en fait de barrage qui a généré cette grosse crue où on a atteint le record jamais enregistré depuis plus de 50 ans. Donc au niveau du débit, puisqu'on est monté à 1200-1300, c'est jusqu'au ras des digues de la tête, et c'est un vrai miracle qui a véritablement pas trop cédé, ça s'égale un petit peu, mais pas trop, il n'y a pas eu de mort, il y a eu des morts sur la tête pour des débits 2 fois moins, mais là il n'y a pas eu de dégâts ni au niveau humain et matériel. Voilà, donc on va regarder un petit peu ça de manière... on va essayer de regarder ça. Donc quand vous regardez ça, ici, vous voyez, il ne pleut plus, mais c'est là où vous avez le maximum de crue. Vous êtes à peu près, la tête, là, elle fait à peu près 1200-1300. Je vais essayer d'éliminer le son, si je peux. Bon, c'est pas grave, mais vous avez ici toutes sortes, vous voyez, ça caractérise très bien ce que je viens de dire. Vous avez tous les déchets végétaux, et puis associés, bien, vous avez tous ces débris qui flottent. On voit très bien tous ces points blancs. Il y en a partout, il y en a, c'est par milliers, par centaines de milliers, qui sont déversés pendant ces événements de pluie. Voilà, c'est ce que je voulais vous illustrer de cette tempête Gloria. Donc en fait, c'est, maintenant vous l'avez compris, c'est pendant les événements pluvieux que vous allez avoir ce transfert, ce matériel de déchets plastiques est produit sur Terre, dans les continents. Il ne vient pas de la mer, là, plus de 90% viennent du continent, viennent de la Terre, et sont transférés lors des événements pluvieux vers la mer. Voilà. Donc, ça c'est pour en préambule, on va dire. Vous les voyez également de temps en temps bloqués, puisqu'on a un cours qui est naturel, un cours d'eau qui est naturel, qui n'est pas chénalisé. Et donc, vous avez toutes sortes de végétation sur les bordures. Ces végétations sont des pièges à déchets. Vous pouvez vous en rendre compte, là. Mais bon, ils seront des pièges temporaires, on va dire, parce que ça va transiter assez rapidement par la suite. On va y revenir un petit peu là-dessus. Voilà, tout ça, ça a été pris fin janvier, donc le 23 janvier en photo, le 23 janvier de cette année. Ensuite, ça arrive en mer, et donc là, vous avez la partie maritime de l'embouchure de la tête. C'est une illustration. Donc tout ça, ces déchets sont flottants, ils restent flottants et pris par la houle, c'est de houle d'est. Donc la houle a tendance à bloquer tous les déchets. Ces déchets, très peu vont vraiment être expulsés véritablement au large. La grosse majorité vont rester bloqués sur le littoral. Et donc ça va donner, par exemple ici vous voyez l'embouchure de la tête, vous avez le nord, vous avez le port de Sainte-Marie qui est ici, au sud vous avez Canet, et donc c'est sur cette partie vous avez une dérive littorale qui remonte vers le nord, et donc tous les déchets vont venir s'accumuler sur la partie nord de l'embouchure, la plage de la Trousse qui fait à peu près 700 mètres, et pour la première fois, j'ai jamais vu ça, mais pour la première fois vous avez l'ensemble de cette plage qui va être recouverte de déchets végétaux et de déchets plastiques. Donc c'est quasiment, vous ne voyez plus la largeur, vous ne voyez plus le sable, c'est tout ça sur plus de 1 km, parce que si vous regardez même tous les déchets qui sont associés, on les voit très très bien. Les morceaux de polystyrène pulvérisés, donc voilà, on va y revenir, mais un morceau de polystyrène donne des milliers de billes polystyrène. Et puis quand vous rentrez dans le port de Sainte-Marie, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc vous avez, donc ça représente évidemment, on va y revenir, mais beaucoup d'entraves à la circulation maritime. Voilà, donc ça c'est en préambule. Maintenant la question c'est de savoir, est-ce que c'est un problème récent? Alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'on en parle seulement depuis quelques années. Est-ce que c'est un problème récent? Ces déchets plastiques. Alors évidemment, le plastique, lui, c'est pas un produit récent. C'est un produit qui a commencé à être fabriqué dans les années 50. Mais ce qui est sûr, c'est que la courbe est quasiment exponentielle depuis les années 1950. Et à l'heure actuelle, la courbe finit en 2010-2012 à peu près, elle n'atteint pas les 300 millions. À l'heure actuelle, on doit être à 370 millions. Les données, on a un petit peu du mal à les avoir, évidemment. C'est comme c'est des données industrielles. Ça vient toujours 2-3 ans plus tard. Mais on doit être à peu près à 370-380 millions de tonnes en 2018. C'est les dernières données qu'on a. Donc, il faut bien savoir aussi que ce plastique, il est produit par le pétrole. C'est des produits carbonés. Et donc, c'est produit directement par le pétrole. Le pétrole, on se plaint que les prix sont chers à la pompe, mais sachez bien que si vous enlevez les taxes, le pétrole coûte moins cher quasiment qu'un litre de Perrier. Un litre de pétrole coûte moins cher qu'un litre de Perrier.
Donc le pétrole, d'un point de vue process, d'un point de vue industriel, ça ne coûte rien. Et donc ça ne coûte rien à produire ces matériaux plastiques. C'est pour ça que vous avez une prolifération et qu'on remplace tous les autres matériaux, plutôt nobles, le verre, etc., par le plastique. Alors ça a aussi des intérêts, des avantages. C'est léger, c'est résistant, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'avantages. Mais voilà, donc c'est un grand succès. Et à peu près, à l'heure actuelle, on a à peu près 8 à 10% du pétrole brut qui est produit, qui va pour la fabrication de ces matériaux plastiques. Alors ces plastiques, à l'heure actuelle, depuis 1950, on en a produit à peu près 8,3 milliards de tonnes en cumulé. Parce que les plastiques, quand même, ils sont faits, ils sont produits à la base. C'est produit pour durer, c'est produit pour être résistant. Même si l'usage qu'on va en donner est un usage plutôt unique. Mais donc on en a produit 8,3 milliards de tonnes. Il faut bien comprendre que sur ces 8 milliards de tonnes, vous en avez près des 3 quarts, ça c'est à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, les 3 quarts ne sont pas ni recyclés ni incinérés, c'est-à-dire qu'en fait ils sont tout simplement accumulés dans des décharges, au mieux, ou dans la nature. Parce qu'il y a très peu évidemment de pays qui ont des infrastructures de collecte. La majorité des pays n'ont pas d'infrastructure de collecte pour la majorité des gens sur Terre. Donc ça c'est le premier chiffre. Donc là, même si on regarde transfert au niveau local, on a montré là dans l'INDEP, en février 2020, cette photo qui montre justement, ça vous pouvez avoir la même sur la tête, il n'y a pas de problème, j'ai la même photo pour la tête. Donc vous voyez, toutes les branches, là en hiver, on voit toutes ces guirlandes de plastique. Si vous allez dans le lit de la tête ou le lit du Tech, ou même de la vie, ou n'importe quel fleuve d'ailleurs d'ici, vous verrez ce spectacle-là. Alors pour le Tech, c'était plus surprenant parce que le Tech, normalement, est plus naturel, il traverse des moins grandes villes, donc il est moins enclin à accumuler des déchets plastiques. Mais là, donc c'était assez surprenant de voir autant de plastique. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez peut-être lu les articles de l'INDEP. C'est qu'en fait, il y avait des anciennes décharges naturelles qui étaient, comme toutes les décharges, souvent, c'est au bord des fleuves, au bord des rivières, toujours, au bord de ces cours d'eau. Et donc ces décharges se sont affaissées. Et donc tous les matériaux plastiques étaient enfouis depuis les années 60-70, ils sont partis. Et il faut bien comprendre qu'un matériau plastique, en fait, on va le voir, mais il ne se dégrade pas. Si vous le laissez enfoui, il ne se dégradera pas. Justement, l'enfouissement l'empêche de se dégrader. Parce que vous verrez que la seule façon de dégrader un matériel plastique, bien sûr, il y a des bactéries, quelques petites bactéries, mais les taux de dégradation sont très faibles. Donc la meilleure façon de dégrader un matériel plastique, c'est la lumière, c'est le soleil. Or, ils sont enfouis. Donc, eh bien, on a l'impression que c'est des matériaux plastiques d'hier. Voilà. Donc, on a cette accumulation dans les fleuves. Si on regarde notre prospective, d'ici 2050, c'est quasiment 25 gigatonnes, c'est-à-dire 25 milliards de tonnes qui seront produits en 2050, puisque la courbe est exponentielle. Voilà, donc quelques petits chiffres également. Un Européen ou un Américain, nous produisons à peu près nous consommons plutôt 60 à 80 kilos de plastique par an. Les Africains ou les Indiens sont encore à moins de 10 kilos par an. 44% à l'heure actuelle, justement, ça c'est un petit peu la problématique actuelle, c'est l'usage qu'on en fait de ces plastiques. Ça a changé, ça a évolué très rapidement. L'usage que l'on fait de ces plastiques, maintenant, c'est dit un usage unique, c'est-à-dire que ce sont des plastiques dits jetables. On les utilise juste quelques secondes, quelques minutes. Et c'est ça, justement, la problématique de ces plastiques. Donc c'est presque la moitié des plastiques qui sont produits qui sont à usage unique. Voilà. Et aussi d'autres problématiques, chiffres clés. Alors ça, c'est un chiffre qui ne proviennent pas de scientifiques, parce qu'on serait vraiment incapable déjà, on ne met pas des chiffres à la louche comme ceci, mais c'est très difficile à l'échelle globale mondiale d'estimer la part des plastiques qui va finir dans l'océan. C'est très difficile. Et donc, il va falloir attendre vraiment beaucoup de temps pour qu'un scientifique vous donne vraiment des chiffres. Mais voilà, c'est ce qui circule c'est le seul chiffre qu'on a et qui viennent plutôt des ONG, on va dire. À peu près 10%. C'est sûr qu'en France, en Europe, on estime plutôt ce chiffre-là autour de 1 à 3%. Et les 10%, c'est une moyenne mondiale. Voilà, alors maintenant, ce plastique, qu'est-ce que c'est que ce plastique? Eh bien, ce plastique, c'est des polymères. Ce sont des polymères, ce sont des matériaux qui sont synthétiques, donc qui sont fabriqués par l'homme. Alors,
Par contre, il faut bien comprendre que c'est fabriqué par l'homme, mais il y a quand même quelques petits polymères, notamment le polyéthylène et le polypropylène. D'ailleurs, j'ai fait une faute, là, propylène, pas propène. Je viens juste de me rendre compte, désolé. Mais donc ces deux polymères, vous les retrouvez aussi dans la nature, hein, ce qui explique que certaines bactéries peuvent aussi les dégrader. Mais encore une fois, à des taux très très faibles. Et puis vous avez toutes sortes de nouveaux polymères qui ont été inventés dans les années 50 et qui ont d'ailleurs généré des prix Nobel hein, pour le PVC, le plexiglas, le nylon. Hein, le nylon a généré un prix Nobel. Donc c'est un polyamide. Les Kevlar, les plexiglas, tout ça, ce sont des matériaux plastiques. Le PVC, c'est un matériau plastique. Tout ça, ce sont des polymères carbonés, donc construits à partir du pétrole. Et qui peuvent être totalement transparents. Enfin, on peut leur donner tous les usages qu'on veut. Et le polystyrène, que vous connaissez vous, c'est l'expansé en fait. Mais vous pouvez avoir du polystyrène qui soit transparent, totalement transparent, comme la visière d'un casque de moto, par exemple. Voilà, donc vous voyez que c'est compliqué le plastique parce que ça représente des dizaines de polymères différents. Et encore, là, je ne détaille pas au niveau moléculaire. Il y en a vraiment des centaines en fait, de familles de polymères différents parmi les plastiques. Alors maintenant, la question aussi, c'est pourquoi les scientifiques se penchent sur cette problématique. C'est forcément qu'il y a quelque chose, c'est pas inerte. Donc il y a forcément quelques dangers, il y a quelques soupçons de danger sur l'environnement, qu'il soit humain, que ce soit les animaux, l'écosystème. Et donc on va essayer d'aborder cette question, quel est l'impact pour le milieu marin. Alors, bien sûr, on va être très pragmatique, et le premier impact qu'on va trouver, ça va être un impact économique. Un impact économique, donc ça va être l'impact pour les élus, notamment pour l'ensemble des acteurs, puisque ici nous sommes dans une région quand même assez touristique, par exemple, et donc on sait que les touristes n'aiment pas le plastique, n'aiment pas les déchets, de manière générale, enfin, ils aiment le plastique, mais ils n'aiment pas les déchets. Et voilà, et les communes, notamment qui se trouvent près des embouchures, comme Canet par exemple, souffrent considérablement de tous ces déchets qui proviennent de tout le bassin versant. C'est-à-dire en fait, le bassin versant, c'est une centaine de communes qui vont alimenter en déchets la tête, qui va être ensuite, l'ensemble de ces déchets vont être déversés sur une seule commune qui est Canet. Voilà, donc vous comprenez que le maire de Canet, ou le maire de ces communes-là, de l'embouchure, eh bien, c'est à eux de trouver les moyens financiers pour lutter contre ces déchets, c'est eux qui vont souffrir de ces images de déchets. Voilà, donc là, en général, c'est souvent comme l'omerta, il faut avouer, parce que le maire de Canet, il n'a pas envie de faire de publicité, de dire que sa commune est envahie par les déchets, au niveau de ses plages. Donc, par contre, il y en a un qui a vraiment tapé du poing sur la table, c'est le maire de Fleury. C'était la première fois que je voyais ça, justement, un article d'un élu qui tapait du poing sur la table en disant, voilà, moi qui se trouve à l'embouchure de l'Aude, et tout d'un coup, il a dit, moi, tous les ans, tout seul, la commune de Fleury dépense 100 000 € par an pour nettoyer sa plage, c'est pas normal, c'est pas à moi de payer, etc., etc. Donc là, on commence à prendre conscience, c'est qui paye. Est-ce normal que ce soit la commune de Fleury de payer voilà. Donc ça, c'est aussi très intéressant, c'est justement de définir la responsabilité de cette pollution. Le deuxième aspect, c'est évidemment, on l'a vu, c'est le même titre, c'est la pollution visuelle. Eh bien, si vous allez après une crue, et donc les touristes quand ils viennent, ça peut se produire très bien à Pâques, ça peut se produire pendant les vacances de Noël, on ne décide pas de ces événements pluvieux, eh bien vous pouvez avoir ce spectacle-là à n'importe quel moment. Et donc si vous voyez ça, vous promenez sur les plages et vous voyez ça, forcément, eh bien peut-être ça ne vous donne pas envie d'y revenir sur ces plages-là. Et donc voilà, il y a une pollution visuelle, une perte d'attractivité touristique indéniable pour la région qui se trouve confrontée à ces problèmes. Donc, deuxième, ensuite, impact, pour continuer, donc pour justifier, on va dire, l'étude scientifique de ce problème, c'est un impact quand même écologique et, on va dire, écosystémique. C'est-à-dire qu'on regarde aussi les conséquences, on va dire presque économiques, de ces dérégulations écologiques. Donc, et bien là, c'est très simple. À chaque fois qu'on fait une étude sur une espèce, on trouve à l'intérieur, au moins pour un individu, des déchets plastiques à l'intérieur, que ce soit une espèce petite, microscopique, ou une grosse espèce de type mammifère marin. Donc en fait, il n'y a quasiment aucune espèce qui peut échapper à cette contamination par les plastiques, quelle que soit la taille. Donc là, on en est à 600, mais en fait, c'est quasiment toutes les... Ça ne veut pas dire qu'on va retrouver, selon les espèces, il y a des espèces où vous allez trouver plus ou moins d'individus. C'est un peu plus compliqué que ça, ce n'est pas tous les individus non plus. Mais il y a des espèces qui sont, on va dire, des espèces plus cibles. Et donc, c'est vrai que
les espèces de grande taille sont plus cibles, et bien parce qu'elles aussi elles sont curieuses, elles vont fouiller un petit peu partout, etc. Et donc là vous pouvez le voir hein, facilement. Et bien filet de pêche, quels que soient les objets qui se trouvent dans la mer, hein, tous ces pinnipèdes, tous ces mammifères marins sont curieux, mettent la tête un peu partout et se retrouvent coincés. Et ensuite ils vont essayer de grandir hein, malgré cet obstacle qui se trouve autour de leur cou. Et à un moment donné, à un stade de leur croissance, eh bien, ça risque de leur nuire hein, considérablement. Alors maintenant, il y a toutes sortes de vidéos qui circulent avec plein de cas. Il y a des milliers de photos comme ceci. Ça, c'est ce qui se fait maintenant automatiquement quand vous avez un décès d'un mammifère ou d'un échouage d'un mammifère marin sur nos plages, en Europe. Eh bien, systématiquement, il y a une autopsie qui se fait pour définir la cause de la mortalité. Et donc, systématiquement, eh bien, vous retrouvez des déchets plastiques dans les estomacs de ces mammifères marins. Donc là, c'était le cas en Normandie, hein, d'un petit rorqual qui s'est échoué. Et donc voilà, vous avez la liste ici de tous les matériaux qu'on a retrouvés, plastique évidemment, qu'on a retrouvés dans l'estomac du mammifère. Alors deux choses que l'on peut dire. La première chose, ça veut dire, mais pourquoi ils mangent ça? On peut se poser, mais pourquoi ils mangent ça? Pourquoi ils vont manger les déchets plastiques? Tout simplement, la réponse elle est simple. La réponse elle est simple, c'est parce que pour eux, tout ce qui se trouve dans l'eau, c'est naturel. Tout simplement. C'est nous qui avons inventé ces matériels-là, donc forcément, ce n'est pas encore rentré, les animaux n'ont pas une alimentation toujours sélective. Donc en fait, tout ce qui est normalement dans l'eau se trouve être naturel, tout ce qui est naturel c'est organique, tout ce qui est inorganique c'est digérable. Si ça ne se digère pas, ça en sort. Sauf que là, c'est des matériaux plastiques qui ont des risques, forme de feuillet, plaquage contre les parois intestinales, l'estomac, et donc stockage. Et à partir de là, si vous bloquez ça dans les estomacs, occlusion intestinale, occlusion dans les estomacs. Et donc là, vous fragilisez l'organisme. Par contre, on a la mort officielle de ces organismes-là, c'est pas au niveau d'échouage, c'est pas les plastiques. Même s'il a 50 kg de plastique dans l'estomac, ça ne sera jamais le plastique. Tout simplement parce que c'est comme un ensemble des gens malades aussi du sida, en fait, ils vont décéder. Déjà, vous pouvez comprendre qu'avoir tous ces plastiques dans l'estomac, ça va les fragiliser. Et donc, d'un point de vue immunitaire, ils ne pourront pas se défendre par rapport à leur microbiome, qui sont, donc on est tous hôtes de microbiomes pathogènes en nous, qui n'attendent que quelques moments de faiblesse pour pouvoir se développer. C'est ce qui va se passer. Et donc, en fait, officiellement, ils vont mourir d'une attaque virale ou d'une bactérie pathogène qui va se développer justement pendant cette période de faiblesse. Voilà. Alors ça sera toujours la cause officielle, mais jamais les plastiques. Voilà, tous les organismes marins, même les oiseaux marins également, évidemment, souffrent de ça. Donc là, c'est une photo qui a vraiment fait, qu'on retrouve aussi partout, qui a fait le tour du monde. Donc ça a été réalisé sur les atolls du Pacifique, au milieu de nulle part, à plusieurs milliers de kilomètres de toute, isolés de toute habitation. Et donc on retrouve effectivement cette notion de plastique qui voyage, qui traverse les océans, qui s'accumule au centre des océans, on va y revenir là-dessus, et donc là, qui vont être ingérés par la faune avicole, donc les oiseaux marins. Donc ici, c'est une espèce ce sont les albatros, les plus gros animaux, plus gros oiseaux, avec près de 7 mètres d'envergure, dont l'estomac est gavé de ces déchets. Alors on s'est beaucoup interrogé scientifiquement pourquoi justement on retrouve autant de déchets plastiques dans ces estomacs. Alors c'est sûr que comme c'est du matériau plastique, ça ne se digère pas, donc ça ne peut que s'accumuler. Comme ils sont suffisamment gros, ils restent bloqués aussi. Et il y a une deuxième raison au départ aussi, vous voyez que c'est des objets quand même assez colorés, et donc on a pensé que la couleur pouvait les attirer. Et même à un moment, on a pensé justement de faire pression sur les industriels pour mettre des couleurs plutôt ternes, pour pas qu'ils soient ingérés par la faune sauvage. Et puis en fait, maintenant on a fait demi-tour total, c'est pas du tout la couleur qui les attire, en fait c'est une odeur. C'est l'odeur, non pas l'odeur du plastique, mais l'odeur des algues qui vont se développer sur ces matériaux-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous laissez un matériel dans l'eau, vous savez tous, un bateau, n'importe quoi, vous laissez ça dans l'eau quelques heures, quelques jours, quelques mois, eh bien vous allez avoir un développement microbien dessus, et ensuite vous allez avoir un développement algal qui va arriver quasiment au bout de 2 jours. Et donc ces algues, en fait, émettent une odeur que nous on sent pas,
mais que tous les animaux marins sentent. C'est du DMSO, c'est bien connu. Et c'est cette molécule-là qui est attractive pour ces animaux, et notamment pour ces oiseaux. Voilà, donc les tortues aussi, bien sûr, sont affectées. Ça, c'est l'estomac d'une tortue. Donc vous voyez que c'est très hétéroclite, très hétérogène. C'est pas que des sacs plastiques, il y a des semelles, des épingles à nourrice, enfin de tout. Ça mange de tout. Puisque, encore une fois, tout ce qui est dans l'eau, normalement, c'est naturel, c'est organique. Donc c'est tortue en floride. Voilà, donc on a vu l'impact écologique. Maintenant, c'est un peu comme l'effet Discool, vous voyez qu'il n'y a pas que ça comme impact. Et c'est aussi pour la préoccupation. Certes, il y a une certaine... comment dire le matériau plastique, vous pouvez le toucher, il est inoffensif. Vous n'allez pas, ça ne va pas vous brûler la peau, presque on peut en manger également, ça ne va pas nous faire trop de mal. Mais il y a quand même quelques petits risques chimiques et écotoxicologiques sur ce matériel-là. Alors, ce n'est pas véritablement le polymère. Si on prend, bon, ça c'est un morceau de plastique, quelle que soit sa taille, eh bien vous laissez dans l'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, il a ses polymères, qui soit sa constitution en polymère, polyéthylène, propylène, etc. Vous mettez dans l'eau, eh bien il va y avoir un certain nombre d'éléments qui sont contenus à l'intérieur, qui vont diffuser dans l'eau. Alors ces éléments, que sont ces éléments associés à ces polymères? En fait, si vous fabriquez ces polymères en tant que tels, ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un usage avec juste des polymères à 100%. C'est-à-dire que votre matériel, il va être cassant, il va être friable, ça ne marchera pas. Donc on est obligé de rajouter des additifs à ces matériaux plastiques pour leur donner de la souplesse. Vous voyez ? Et puis, de temps en temps, on est obligé de rajouter toutes sortes d'autres additifs pour leur donner des caractéristiques bien voulues d'un point de vue industriel et pour les usages bien particuliers qu'on va leur donner. Alors le premier additif qu'on va en rajouter, ce sont ce qu'on appelle des plastifiants. C'est ce qui va donner la souplesse au plastique. C'est une bouteille plastique, quand vous la touchez un petit peu, elle va s'écraser, elle ne va pas exploser en morceaux. Et bien c'est grâce à ces additifs. Ce sont des phtalates. Alors phtalates, c'est une classe chimique de matériel. Il y a une centaine de molécules à l'intérieur. Et ces molécules, elles sont toxiques. Elles sont fortement toxiques. Et ce sont des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'elles vont perturber toute la synthèse hormonale chez, évidemment, les humains, mais bien sûr aussi tous les organismes marins, que ce soit invertébrés ou vertébrés. Une des conséquences également, c'est que tout cela, ça va contribuer aussi à la féminisation de toutes ces espèces marines, toutes ces espèces aquatiques, parce qu'il n'y a pas que le milieu marin, il y a aussi le milieu aquatique, terrestre, eau douce, qui est aussi affecté par ce matériel. Donc voilà, il y a une préoccupation, et donc ça, il y a eu une thèse qui a été faite à Marseille, et qui a permis justement de doser ces phtalates dans l'eau de mer. Et ils sont aperçus, on a fait des tests, des expériences, et il n'y a pas besoin de lumière, il n'y a pas besoin de haute température, il n'y a pas besoin de bactéries spéciales pour générer cette solubilité, solubilité de ces phtalates dans l'eau, c'est instantané. Donc il y a l'émission de phtalates dans l'eau, qu'elle soit douce ou marine. Il y a également certains plastiques, que ce soit un ordinateur, que ce soit une télé, que ce soit qui sont soumis à des fortes températures. Eh bien, il faut mettre ce qu'on appelle des retardateurs de flamme à l'intérieur. C'est obligatoire. Sauf que ces retardateurs de flamme sont aussi toxiques. Et donc, ils génèrent également des problèmes sur les organismes vivants. On rajoute également toutes sortes d'autres additifs qui sont notamment le bisphénol A, c'est aussi un phthalate d'ailleurs, perturbateur endocrinien, déstabilisant anti-UV, ça c'est là justement pour par exemple tout le matériel de jardin. Le matériel de jardin, lui, il reste dehors, et si vous ne mettez pas de déstabilisant anti-UV, eh bien au bout d'une année, il sera noir. Vous savez, la table blanche, là, ils vont devenir noirs, ils vont se noircir parce qu'elles n'ont pas assez stabilisé. Voilà, et ça, c'est des métaux lourds, c'est à base de métaux lourds, donc c'est des éléments qui sont aussi toxiques, cancérigènes, évidemment, comme tous les métaux lourds. Les encres également, même si on a fait des progrès sur ces encres également, pour écrire dessus, pour que ça tienne la lumière, eh bien, on rajoute également des métaux lourds. Voilà, donc tout ça diffuse dans l'eau, ou alors, si c'est ingéré par les organismes, eh bien, ils vont diffuser dans les tissus. Et donc maintenant, on peut faire aussi les dosages. On retrouve bien sûr tous ces métaux lourds et tous ces phtalates qui proviennent de on les retrouve dans les tissus, même si vous ne retrouvez pas de plastique
dans l'estomac, vous retrouvez ces phtalates dans les tissus de ces organismes, quasiment tous les organismes. Voilà, donc, autre effet également, comme je vous l'ai dit, quand vous avez une sorte de molécules, mais c'est également des polluants, des contaminants, que vous avez notamment dans les fleuves, dans les stations d'épuration, etc. Donc, ces plastiques peuvent passer au niveau d'une station d'épuration, s'ils sont de petite taille, et donc être en contact avec toutes sortes de polluants, de contaminants, et ensuite arriver en mer, ces polluants, ces contaminants vont venir s'absorber à la surface et ils vont venir se concentrer à cette surface-là. Et quand ils vont aller en mer, du fait du changement de salinité, vous allez avoir une diffusion. Ou de même, si c'est ingéré par les organismes avec l'acidité, vous allez aussi avoir une diffusion dans les tissus de ces polluants absorbés. Voilà, donc là, sur tout ce que je viens de dire, vous avez des gens qui se sont spécialisés uniquement sur ces problématiques-là. Donc vous voyez que c'est un vaste problème, les plastiques. Ce n'est pas juste un problème économique, ni même écologique, d'ingestion par les organismes vivants. Mais il y a également un problème écotoxicologique et chimique. Voilà, donc ça c'est ce que je viens de dire. On va juste parler 2 mots sur le cas des microplastiques. Donc je vous ai dit, pour l'instant on arrivait juste des macros, donc ce qui était visuel, à l'œil nu. Maintenant, les microplastiques, c'est quoi en fait? Eh bien, les microplastiques, vous avez ce qu'on appelle les microplastiques primaires. On va distinguer 2 types de microplastiques. Il y a les microplastiques primaires, qui sont ces microplastiques, ça veut dire manufacturés. Ils ont été fabriqués tels quels par l'industrie, pour certains types d'usages. Alors ça, on en a produit pendant des années, pendant des décennies. Vous en aviez dans les dentifrices, vous en aviez dans certains produits cosmétiques, ici. Donc, je vais vous parler juste de ces produits cosmétiques qui sont des produits exfoliants. Vous savez, il y a tous des douches exfoliantes, gommantes, etc. Donc, à la base, eh bien, c'était des petits argiles, des petits grains d'argile ou des noyaux d'abricots, etc. Parfois même, c'était marqué noyau d'abricot, etc. Mais vous avez 3 morceaux de noyaux d'abricot pour des milliers et des milliers de microbilles plastiques comme ceci. Donc ça, c'est du marketing, noyau d'abricot, pépins de machin, etc. Mais vous aviez cette poudre-là, et donc avec des étudiants, on a acheté, on a fait tous les Auchan, etc., tous les produits, on en avait quand même des vingtaines, et on a regardé en fait la proportion, le nombre de microbilles, on a mesuré aussi leur taille, leur diamètre, on a fait toute une étude là-dessus, et on a jusqu'à entre 10 et 20% du poids du produit qui sont en fait du plastique. Donc voilà, c'est une façon aussi de vendre avec plus de profit, parce que là, si ça vaut rien à fabriquer. Donc, je vous rassure, maintenant, puisque ça, vous prenez ça dans votre douche, ça passe dans la station d'épuration. La station d'épuration n'a aucune obligation de traiter ça, le microplastique, c'est pas dans ses cahiers des charges. Et donc, c'est ça. Alors, heureusement, dans les process des stations d'épuration, il y a un certain nombre de process qui vont les arrêter, qui vont les stocker. Mais la plupart, enfin, vous avez quand même au moins 1% qui va passer. Et 1%, ben, c'est pas négligeable du tout. Et qui vont passer, qui vont aller atteindre les systèmes aquatiques naturels. Voilà, donc depuis 2018-2019, l'Union européenne on critique toujours l'Union européenne, mais c'est toujours eux qui prennent des décisions pionnières, parce que ça vient rarement des États. L'Union européenne a interdit l'usage de microbilles plastiques d'abord dans les dentifrices, c'est arrivé plus tôt, parce que ça on pouvait les ingérer, et puis ensuite dans ces produits exfoliants, donc normalement, à l'heure actuelle, vous n'en avez plus. En tout cas, en France, mais les grandes firmes françaises continuent de les produire pour les autres pays non européens. Voilà, donc ces microplastiques, on l'a vu, pouvaient être manufacturés, mais la plupart des microplastiques, ce qu'on appelle les microplastiques, en fait, ça vient de la fragmentation des déchets, qui étaient de grande taille. En fait, c'est une fragmentation. Et donc ici, vous voyez un exemple de fragmentation, vous avez une bouteille, et vous voyez typiquement la couleur jaunie, parce qu'elle a été au soleil pendant des années, plusieurs années, voire des dizaines d'années. Et donc là, eh bien, les phtalates, vous savez ce qui rend souple le plastique, c'est la première molécule qui va se dégrader, et si elle ne peut plus donner cette souplesse, eh bien, la bouteille va être cassante. Et donc avec le vent, avec le sable, elle va finir par se fragmenter en morceaux de plus en plus petits, pour donner ces petites pièces, et ça peut atteindre des tailles jusqu'au micromètre, 10 puissance moins 6 mètres. Et c'est ça qui est inquiétant, on ne connaît pas encore la taille minimum d'un microplastique. On est quasiment persuadé que ça va même en dessous de la taille du micromètre. C'est-à-dire qu'on peut le découper sur des dimensions extrêmement fines.
Donc ça, c'est un autre sujet de préoccupation, avec une préoccupation beaucoup plus humaine, santé humaine, où il commence à y avoir des études là-dessus. Notamment, puisque là, quand c'est très très petit, eh bien, on peut imaginer que ça ne se transfère pas par les fleuves, mais atmosphérique, dans l'air. Voilà donc les tailles ici de plus en plus petites. Nous, évidemment, on va travailler sur une gamme bien particulière, donc standardisée. Tous les collègues, on va se définir une gamme, mais qui est plus facile à étudier. Travailler sur du micromètre, c'est quasiment impossible. Mais on est, nous, à peu près de 5 mm à peu près 100 micromètres. Donc c'est la gamme dans laquelle on va chercher ces microplastiques dits secondaires, qui ont été produits tous quasiment par fragmentation. Et ça, c'est vraiment la contribution, on va dire à plus de 99% à l'heure actuelle, les microplastiques proviennent de cette fragmentation. Donc si on veut réduire les microplastiques, eh bien, il faut évidemment réduire les déchets macro. Il n'y a pas d'autre solution. Et ça, évidemment, on ne peut pas les ramasser à la pince et pied sur une plage, ni dans un fleuve, ni en mer. C'est à la base qu'il faut commencer à y remédier. Voilà, alors aussi, pourquoi ça pose problème pour l'écosystème, ces microplastiques. On a vu les macros chez les mammifères marins, les oiseaux, les tortues, etc. Donc ça, c'est la grosse faune, on va dire, la macrofaune, qui va manger ces macro-déchets. Les microplastiques, eux, sont ingérés par la microfaune. Mais cette microfaune, elle serait dans la chaîne alimentaire. Au sein de la chaîne alimentaire, cette microfaune va être ingérée par une faune de plus en plus grande, et ensuite vous avez un effet d'accumulation au sein de cette chaîne alimentaire, et c'est la macrofaune qui va évidemment aussi avoir le maximum d'accumulation, qui va manger toute cette microfaune. Donc là, c'est aussi vraiment un danger quand vous avez une possibilité d'accumulation au sein de la chaîne alimentaire. Donc, une préoccupation, il faut avouer que la majorité des scientifiques travaillent sur ces microplastiques, parce que, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus dangereux, on va dire, pour un écosystème marin que le macro, même si le macro, évidemment, c'est lui qui est à la source de ces micros. Voilà, maintenant, d'où viennent ces déchets plastiques? Alors, on a répondu déjà à cette question tout à l'heure. Ils viennent des fleuves. Certes, il y a une petite partie qui vient de la mer, notamment pendant la période touristique, on va dire. Il y a aussi quelques déchets qui viennent, alors pas sur la Méditerranée, mais à l'Atlantique, ils ont jusqu'à 50% des déchets qu'ils retrouvent sur les plages qui proviennent des activités maritimes, des activités conchilicoles, des activités de pêche. Ici, on en a très peu. Donc en fait, en Méditerranée, on est à plus de 90% des déchets proviennent du continent. Ils sont arrivés par les fleuves. Voilà, donc c'est deux choses différentes entre la Méditerranée et l'Atlantique, au niveau des sources, des origines, et des voies de transfert. Donc pour nous, c'est les fleuves. Donc je travaille aussi avec une association de bénévoles entièrement, qui font des opérations de nettoyage, et donc moi ça me permet de faire des comptages, des études scientifiques sur tous ces déchets, de les classer, de les catégorier, de les quantifier. Et donc c'est ainsi, après 4 ans d'opération sur les berges de la Tête, qu'on a pu aussi estimer la quantité de déchets qui étaient stockés. Il y a deux types de déchets, il y a ceux qui partent, que vous pouvez retrouver sur le cours d'eau, et ceux qui sont stockés sur les berges. Et entre Perpignan et Cazenay, on a estimé à 40 tonnes, à 40 tonnes la quantité de déchets stockés. Donc ça représente potentiel qui sont, évidemment, ces déchets n'attendent que ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, la chasse d'eau, c'est-à-dire un événement pluvieux, fort, de type Gloria, pour véritablement arriver, partir en mer. Donc ils s'accumulent pendant les périodes, on va dire, sèches, sur les berges, et puis pendant les grosses périodes de pluie, c'est la chasse d'eau. Voilà, donc ils arrivent en mer. Donc là, le chiffre, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est à peu près 10%. En France, c'est sûr qu'on est à peu près à 2 ou 3%, mais ça reste, comme on en consomme beaucoup, ça reste des grosses quantités. Donc que deviennent ces déchets quand ils arrivent en mer? Ça, c'est l'autre question, sur laquelle on va essayer de trouver quelques réponses. Alors ici, nous, dans le niveau local, au niveau des Pyrénées-Orientales, on a une configuration qui est bien particulière, c'est-à-dire qu'on a un littoral qui est avec en face, on a le plein est directement en face, et donc généralement les courants, les vents, pendant les périodes de précipitation, pendant les périodes de crue, ils sont plein est. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, cette houle et ce vent vont plaquer tous ces déchets sur notre littoral. Donc une grosse partie, nous,
dans les PO, en tout cas pour les déchets les plus légers, vont venir s'échouer sur les plages. Et c'est une chance, qui viennent s'échouer sur nos plages. C'est une chance, mais et bien là aussi, regardez ce chiffre, c'est quasiment à une échelle globale, on considère que c'est uniquement 15% des déchets qui vont en mer, seulement 15% vont venir s'échouer de nouveau sur une plage. Donc en gros, ça veut dire que ce que vous voyez sur la plage, tout ce que je vous ai montré, c'est que la partie immergée de l'iceberg en fait. Donc après on va voir où ça va, c'est vraiment où vont la majorité de ces déchets. Alors ces 15% ils sont déjà considérables, c'est ce qu'on voit visuellement. Donc c'est tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, sur les plages. Donc des polystyrènes, des bouteilles. Ça c'est donc l'après-Gloria. On a fait ça avec Citeco, on a fait ça avec des étudiants de l'université. On a essayé de quantifier tous ces déchets, ces catégories, et voilà, en 2 heures, pour à peu près 200 personnes, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas sur la photo, en 2 heures de collecte, on a ramassé 15 mètres cubes. En tout, on a 30 mètres cubes de déchets. On a ramassé 15 mètres cubes de polystyrène, c'est-à-dire 18 000 morceaux de polystyrène sur une plage. C'est-à-dire que là, on a nettoyé quoi? À peu près 300 à 500 mètres seulement. On a récupéré 7200 bouteilles plastiques. Donc là, on en a, ces bouteilles sont ici, les polystyrènes sont là-bas. On a 10 mètres cubes de bouteilles PET, quelle que soit leur taille, petites, grandes, bouteilles de boissons, PET. Et puis tout ça, le reste, c'est du divers, ce que j'appelle le divers. Comme ici, il y a quelques éléments mécaniques, des pneus, voilà, des chaises, de tout. Voilà. Tout ce qui flotte, évidemment. Voilà. Donc après, on peut dire qu'il y a quand même une petite partie qui va réussir à s'affranchir de ce vent, parce que quand même, à 10 mètres cubes, il y a du jus, et donc il y a certains déchets qui vont réussir à être expulsés au large. Et donc là, c'est notre problématique. Alors c'est moins la problématique pour la Méditerranée, c'est plus la problématique des océans. C'est qu'ils ont cette capacité dans les océans, on va y revenir pour la Méditerranée, de s'accumuler au centre des océans, dans des tourbillons de circulation, parce que vous avez dans chaque grand océan, Pacifique Nord, Pacifique Sud, vous avez des grands courants qui sont cycloniques ou anticycloniques, et au centre de cette circulation, bien, vous avez des accumulations. Et on va les voir seulement à partir des années 90. Alors c'est pas que ces grands courants n'existaient pas avant, c'est tout simplement, on a commencé à injecter dans le système marin ces déchets à partir des années 60, 70, notamment par l'Europe, par l'Asie. Et on a commencé à voir leur accumulation au centre de ces gyres seulement 20 ou 30 ans plus tard. Et donc le premier à voir ça, évidemment, ce sont les navigateurs marins, ceux qui sont habitués à traverser en voilier. Et notamment en temps de pétrole, lorsque vous avez pétrole, c'est là où vous les voyez surtout, parce que quand ça bouge, on les voit quasiment pas. Voilà, donc la première fois, ça a été dans le Pacifique Nord, et puis par la suite, on s'est rendu compte que c'est dans tous les grands courants marins, les grands tourbillons marins, que vous avez cette concentration-là. En Méditerranée, on en a également, mais c'est beaucoup plus diffus parce que c'est une mer qui est semi-fermée, elle n'est pas suffisamment grande pour engendrer des circulations qui soient pérennes toute l'année. Et donc, au final, en fait, vous êtes sûr que votre déchet il finira par s'échouer sur une plage en moins d'1 an, quasiment. Il ne va pas rester stocké en mer très longtemps. Voilà, mais maintenant, là, il faut bien comprendre la plus grande partie des déchets, c'est le fond. C'est le fond, la destination finale du déchet, c'est le fond des océans, c'est ce qu'on dit, nous, c'est sous le paillasson. Et donc, c'est là où il n'y a pas d'yeux des yeux pour regarder, parce qu'on a... c'est très compliqué à observer, c'est pas le fond à 20 mètres, ni à 10 mètres, c'est le fond, on va le voir à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de mètres de profondeur. Et c'est là que ces déchets vont venir s'accumuler. Donc, ces déchets vont venir directement par les fleuves, ça c'est notamment les plus lourds, mais si vous avez des bouteilles, même des bouteilles d'eau, eh bien si elles sont remplies, eh bien elles vont atteindre le fond. Et il faut bien comprendre également, c'est que le déchet, même la bouteille, dont je vous ai parlé de la bouteille, elle va peut-être rester en surface à un bon moment, mais même ceux qui sont dans les tourbillons, dans les grands tourbillons cycloniques, eh bien, même si ça prendra 10 ans, 20 ans, il y aura un moment donné où vous allez avoir une telle masse de biofouling, vous savez tous que si vous ne nettoyez pas votre bateau, à la fin c'est des moules que vous allez avoir dessus, et donc eh bien, le poids de ce fouling que vous allez avoir va finir par faire couler l'objet qui lui pourtant léger. Et donc, la destination finale de tous ces déchets, de toute façon, c'est le fond marin, même le plus flottant. Donc là aussi, on s'est interrogé, mais voilà, ces déchets qui sont sur la zone côtière,
Il y a aussi des courants marins profonds qui vont les faire aller sur des zones de plus en plus profondes, puisqu'on a toujours une pente continentale, et donc eh bien, on va les pousser, à chaque tempête, ça va les pousser sur des zones de plus en plus profondes jusqu'à atteindre ce qu'on appelle une plaine abyssale. Ici, dans la région, c'est en bas des canyons sous-marins, vous atteignez à peu près 1500-2000 mètres, et là, ça sera du stockage dit définitif. Voilà, mais tout ce qui est sur la zone côtière, c'est du stockage temporaire. Et donc, là aussi, c'est un petit peu par hasard qu'on a trouvé cette zone de stockage définitive. C'est aussi une thèse en géomorphologie côtière de l'Université de Barcelone, donc qui a envoyé dans les différents canyons sous-marins, vous voyez ces trois canyons que vous connaissez tous, le canyon de Cap-Créus, de la Fonera et de Blanes. Eh bien, ils ont envoyé ces objets, ces engins, on appelle ça des rods, des engins téléguidés avec des caméras. Ça coûte très très cher de faire ce type d'opération, c'est pour ça qu'il y en a très peu d'études, avec des yeux, on va dire. Et donc là, eh bien, voilà ce qu'ils ont trouvé, jusqu'à 1700 mètres de profondeur, 400, 500 mètres, des paquets de cigarettes, des bidons, même une amphore, ça c'est un vieux déchet. Et des chaises, des paniers à linge, des sacs plastiques, des filets de pêche, de tout. Tout ce que vous voyez sur la plage, en fait, vous le retrouvez. Également dans le fond, des pneus, etc. Voilà. Et donc, vous voyez que là, vous êtes dans l'obscurité la plus totale, donc il n'y a pas de lumière, donc il n'y a pas de dégradation. Vous êtes à une température qui ne bouge pas. Vous êtes vraiment, on ne peut pas faire mieux en termes de conservation du matériel. Et donc, ces déchets-là, s'ils ne sont pas enfouis, vous pouvez retourner 1000 ans plus tard, ils seront encore là. C'est sûr. Donc là, il n'y a pas de dégradation possible de ce matériel-là. C'est vraiment, peut-être le fer ici va se dégrader en premier, pour redevenir, pour se dissoudre, littéralement. Mais le plastique, lui, ne bougera pas. Voilà. Donc j'ai fait à peu près le tour. Maintenant, on peut essayer de voir un petit peu ensemble les solutions, parce que à chaque fois que je travaille sur les micros, sur les macros, on travaille à l'échelle locale. Évidemment, à force de cette expertise, avec les bénévoles de l'association, souvent on nous sollicite également, on est sollicité pour nous demander, là il faut trouver des solutions, donc voilà. Je vais essayer de vous faire participer à ce travail-là. Mais il faut bien comprendre que les solutions, elles sont très vastes, parce que là on est sur un problème sociétal, on est sur un problème politique, on est sur un problème sociétal, on est sur un problème environnemental. C'est assez rare pour une recherche scientifique d'atteindre toutes ces problématiques, justement. D'habitude, il y a peu de gens qui se soucient de ce qu'on fait dans les laboratoires. Mais là, quand on touche la problématique de ces contaminants, de ces polluants, eh bien, ça intéresse quand même là, beaucoup de monde. Voilà. Donc, on a des possibilités, évidemment, à l'échelle individuelle, des changements d'habitude. On a des possibilités au niveau technologique, au niveau juridique, pour interdire, etc. Voilà, toutes sortes de solutions à toutes les échelles, en fait. Et donc, voilà. On essaye d'apporter aussi notre contribution. Je peux en discuter maintenant avec vous si vous avez des questions là-dessus. Merci à vous de votre attention.